Ça va ou quoi? Tu dates? Karl Marx dit que la production ne se contente pas seulement de produire un objet pour le sujet, mais aussi un sujet pour l'objet. C'est-à-dire que non seulement la production produit des objets, des choses à acheter, mais crée aussi le désir pour ces choses-là. Through marketing, mostly. Quand je regarde des vidéos de monthly favorite avec des objets, en mode des favorite products, skincare, favorite clothes, favorite jewelry, etc., etc., je trouve ça un peu déprimant. Je déprime un peu. Par contre, les monthly favorite culture, monthly favorite films, livres, chansons, ça j'adore. Parce que de un, il y a des ressources gratuites ou alors beaucoup moins chères que skincare. Les films, il y a des bibliothèques, genre il y a des médiathèques, tu peux prendre un abonnement gratuit si dans certaines villes. Ou tu peux aussi les streamer, mais je ne cautionne pas. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler un peu de my monthly favorite, de livres, de films, de musique et de vidéos YouTube, parce que j'adore YouTube. On va commencer. Et en même temps, je vais faire mon maquillage parce que je sors. Mais je ne vais pas vous montrer ce que j'utilise, car je ne suis pas sponsorisée et aussi, j'ai commencé la vidéo en parlant de Karl Marx. Ce serait hyper hypocrite de ma part. Il y a un site sur internet qui s'appelle Internet Archives où tu peux trouver énormément de ressources gratuitement. Tu crées un compte et tu peux emprunter des livres ou des films. Et le mois dernier, je suis en train de vous contextualiser d'abord, je vais vous donner un contexte après je vais parler. Le mois dernier, je me suis fait briser le cœur, ok? Bon, j'ai fait quelque chose que je fais très souvent quand j'ai le cœur brisé ou quand ça va pas trop. Je me suis tournée vers la littérature, vers les réponses dans la littérature. Et il y a 3 livres qui m'ont énormément appris sur moi, sur le deuil, sur la vie. Je les ai lus en ligne, gratuitement. 2 de ces livres ne sont pas très longs et ils sont incroyables. Le premier s'appelle Grief Observed de C.S. Lewis. En français, ça s'appelle Journal de douleur, mais la traduction littérale, c'est un deuil observé. C.S. Lewis était marié à Joy Davidman, qui a été emportée par un cancer. Et du coup, pendant tout son deuil, il a tenu un journal où il a écrit toutes ses observations par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il pense, par rapport à sa vie. Le livre n'est pas très long et il est tellement bien écrit, tellement bien expliqué. Alors, ce n'est pas un livre fataliste. Il parle de sa douleur et il parle du fait qu'il continue à vivre même si c'est un fardeau. Et il parle aussi de sa guérison. Parce qu'il va finir par guérir tôt ou tard, tu vois, genre c'est triste. Il parle aussi du fait que guérir c'est triste quand quelqu'un meurt, parce que t'as l'impression de trahir un peu le souvenir que tu as de cette personne. Mais que c'est aussi très très beau, parce que tu ne peux pas voir cette personne clairement sans avoir guéri. Parce que la douleur prend énormément de place dans ta perception des choses. Est-ce que je suis dramatique parce que je me suis fait briser le cœur et que je suis allée lire un livre sur le deuil? Peut-être. Mais il m'a énormément aidée parce qu'il y a énormément de choses qui sont en commun entre le deuil et un cœur brisé. Parce qu'en soi, un cœur brisé, c'est une sorte de deuil. C'est le deuil d'une relation, c'est le deuil d'une connexion. Et de 1, je me suis sentie moins seule. Et de 2, je me suis sentie un peu soulagée par moments. Je sais pas si c'est méchant de dire ça. Parce que oui, ça a des points communs avec un deuil, mais la personne existe encore et j'ai pas l'impression d'avoir été quittée en suspens, tu vois, j'ai l'impression d'être restée en suspens après mon cœur brisé. Alors que quand une personne meurt, c'est tellement plus inattendu. Il y a toutes ces choses qui restent en suspens. Il décrit ce sentiment de suspens comme un arc, genre que tu tires et qui n'a pas de cible. Parce que t'as pris l'habitude d'avoir une cible quand la personne était en vie, et quand elle part, bah, l'arc n'a plus de cible et tu dois reposer tes flèches et tu dois continuer ta journée. Et petit à petit, tu t'adaptes. Mais j'ai trouvé ça incroyablement bien écrit, c'est tellement beau, j'adore. Après, il y a Letters to a Young Poet, Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, R-I-L-K-E. Lettres à un jeune poète est un recueil de 10 lettres écrites par Rainer Maria Rilke, un jeune écrivain qui s'appelle Franz Xaver Capus. Il a été publié en 1929 après la mort de Rilke. Ce qui s'est passé, c'est que l'écrivain, Capus du coup,
a envoyé une lettre à Rainer Maria Rilke qui avait déjà publié certains de ses ouvrages, en lui témoignant son admiration et en lui demandant conseil. Contre toute attente, Rainer Maria Rilke va répondre avec 10 lettres. En fait, il va répondre une lettre et they're gonna go back and forth dans leur correspondance. Et dans ces 10 lettres, il y a la sagesse du monde entier. Je n'exagère pas. Les 10 lettres, Letters to a Young Poet, j'ai l'impression que ça a accéléré mon apprentissage sur énormément de thèmes dans la vie, comme la solitude, l'amour, les relations, la créativité. Les thèmes sont ça. En fait, ça commence par des thèmes de créativité, comment être un bon écrivain, comment savoir écrire, comment savoir être créatif et tout. Le fait que la créativité ne se limite pas à faire ton art, mais aussi devient un lifestyle. C'est-à-dire que la créativité doit te suivre partout, même dans tes tâches du quotidien. Il y a une certaine manière de faire qui va faire que tu vas nourrir cette créativité. Which is true. Par exemple, if you don't cook, if you don't dress yourself creatively, if you don't do creative activities on day to day, bah, ta créativité, elle va pas pouvoir être nourrie parce que tu ne l'entraînes pas. C'est un muscle. Comme l'intelligence. Je l'ai lu en une journée parce que c'est que 10 lettres, c'est assez court et je l'ai conseillé tellement de fois. Et chaque personne à qui je l'ai conseillé, qui l'a lu, l'a adoré. Troisième livre qui a un peu changé ma vision des choses, c'est La solitude, une rencontre philosophique de Philip Koch, K-O-C-H. Je pense que ça s'appelle comme ça en français parce qu'en anglais c'est The Solitude a Philosophical Encounter. Je traverse une période où j'apprends à être seule, on va dire. Ça marche pas toujours, genre je suis tout le temps entourée, même si j'habite seule, mais je sais que c'est un besoin. J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de savoir ce que ça fait de vivre seule, de vivre mes journées seule. Dans ce livre, Koch, Philippe, on va l'appeler Philippe, ça te va ? Philippe explique la solitude d'un point de vue philosophique, en s'interrogeant sur sa nature, ses effets, sa valeur dans la vie humaine. Est-ce qu'il faut être seul ? Est-ce qu'il faut apprendre à être seul ? Est-ce qu'il existe des gens pour qui la solitude ne fonctionne juste pas, tu vois ? Et il va la présenter comme une expérience essentielle à l'individu. Et il va argumenter sur pourquoi est-ce que cette expérience est essentielle à tout le monde et comment est-ce qu'elle influence la pensée, le développement personnel et la créativité. D'ailleurs, le développement personnel, I don't know if you noticed, mais c'est un de mes sujets préférés au monde. Du coup, ce livre a été très... je sais pas pourquoi j'ai eu l'envie de dire nutritionnel. Ce livre a été très nutritionnel pour mon cerveau. Il va s'appuyer sur plusieurs philosophes et plusieurs écrits sur la solitude et plusieurs expériences de gens solitaires. Et il aborde aussi genre la tension entre solitude et société. En mode, il questionne notre besoin de connexion, tout en défendant les moments de retrait, parce que c'est vraiment très important. Pour moi, à mon avis, c'est hyper important de savoir être seul, de savoir se retrouver seul, afin de pouvoir nourrir des connexions beaucoup plus mieux fondées, on va dire. Parce que si tu nourris des connexions avec autrui, tout en te connaissant profondément parce que tu as passé du temps seul et que tu as appris à te connaître, je trouve ça beaucoup plus beau que sauter dans les bras d'autrui par manque. N'est-il pas ? D'ailleurs, Bell Hooks, à propos d'amour, elle dit que sauter dans les bras de quelqu'un par manque, c'est comme manger de la malbouffe. C'est pas nutritionnel, c'est pas bon pour toi. Oui, ça peut genre faire passer ta faim sur le moment, mais c'est pas le meilleur choix, quoi. Voilà, Solitude, Philosophical Encounter by Philip Koch. Koch. Je suis allée au cinéma pour voir My Favorite Cake, Kik El Mahboub, réalisé par Mariam Mouaddam et Bentash Sanaïha. C'est un film iranien et il est incroyable, les gars. Ça parle d'une femme qui a 70 ans, je pense, qui vit toute seule à Tahran depuis la mort de son mari, depuis 30 ans je pense. Un jour, elle commence à se demander comment ce serait de ne plus être seule, de draguer un homme, de sociabiliser, de s'ouvrir au monde. Et du coup, elle va ramener un homme chez elle, qu'elle rencontre à un restaurant, après avoir compris que lui aussi était seul. Et ils vont vivre une soirée magique, c'est tout ce que je peux dire.
une soirée de nostalgie, d'amour, de sucre, de danse, de gâteau. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement wholesome. La fin, elle est waouh. Waouh, j'ai adoré la fin en vrai. Tahran est trop jolie, incroyable. J'ai adoré les plans, les couleurs. J'ai adoré le dialogue aussi. Et c'est un film très bien construit. Genre la fin, tu t'y attends pas, mais quand ça arrive, tu comprends que ça ne pouvait pas se passer autrement, tellement c'est bien construit. J'ai aussi regardé An Optical Poem, 1938. An Optical Poem, c'est un film d'animation abstrait réalisé par le réalisateur avant-garde allemand Oskar Fischinger en 1938. Tu vois Fantasia, au début de Fantasia, quand il y a toutes les formes et les lumières et les couleurs qui apparaissent pour te donner un visuel de la musique, genre ça t'aide à visualiser la musique. Bah lui, il l'a fait tout seul, genre sans aucune aide. Bon, c'était pas des dessins, c'était pas... It wasn't digital. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé des formes dans des papiers, il les a attachés avec du fil transparent et il a tout animé tout seul, à la main. C'est du stop motion, I guess. C'est super impressionnant comment est-ce qu'il a pu synchroniser toutes les formes, tous les mouvements avec la musique, comment est-ce qu'il a pu... même les couleurs. You should watch it, it's not that long. And you can find it for free online, I think. But it's really good, I loved it so much. Le film est un des premiers music visualizers. J'ai aussi regardé Tristana. En fait, Tristana, je l'ai regardé le mois dernier, mais je veux bien en parler. Parce que c'est Louis Buñuel. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais dit son nom à haute voix et que j'ai jamais entendu son nom à haute voix. Du coup, il y a moyen que je me trompe. Je suis désolée. I love the director. I'm sorry if I can't say his name. Tristana, ça parle d'une jeune femme, Catherine Deneuve, qui a perdu ses parents. Donc, elle est orpheline. Et du coup, elle va être recueillie par un ami de sa mère. Et il va l'épouser. He's old as fuck, mais il va l'épouser. She's gonna hate it, tu vois. She's gonna hate it. Et du coup, she's gonna be full of anger. Elle va être en colère. Elle va vouloir se venger. Elle va vouloir demander son indépendance. Forcer son indépendance. En gros, my review, c'est que j'adore les films où Catherine Deneuve se venge des hommes. Parce que c'est le deuxième film que j'ai regardé. Non, c'est le troisième film, je crois, que j'ai regardé qui est comme ça. Si tu peux compter 8 femmes. Je sais plus si tu comptes 8 femmes ou pas. Je sais plus ce qui se passe dans 8 femmes. Il y a aussi Belle du jour, qui parle un peu de la même chose, like the same premise of Catherine Deneuve being hot and sexy and beautiful and everything, and taking her vengeance from the man in her life. Ah oui, j'ai aussi regardé It Must Be Heaven de Elias Suleiman, qui est sorti en 2019. Je suis en train de préparer une vidéo YouTube qui parle de la culture palestinienne en commençant par les films. Du coup, j'ai regardé énormément de films palestiniens. J'aimerais en parler là tout de suite, mais je ne peux pas parce que ça spoilerait la vidéo. Par contre, je vais parler de ce film-là parce qu'il est léger, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Du coup, je peux genre vite fait faire un synopsis, te dire ce que j'en pense et après en parler dans la vidéo. It Must Be Heaven est un film réalisé par Elias Suleiman où c'est lui le personnage principal et où il n'interagit pas avec les autres personnages. Il fait que regarder. C'est un spectateur muet, c'est-à-dire que même son silence force les autres à se dévoiler, à parler, à en dire long sur eux-mêmes, tu vois. Et du coup, c'est un spectateur muet de scènes très décalées et absurdes, qui commencent d'abord en Palestine, puis à Paris, puis à New York. Parce qu'il va voyager, il va aller trouver refuge autre part. Et pourquoi j'adore ce film, c'est parce que c'est un film palestinien, mais c'est un film qui ne se concentre pas sur la souffrance. Je ne dis pas que les films qui se concentrent sur la souffrance sont mauvais, ok, je sais que les avis sont pas nuancés sur internet et que si je ne dis pas les choses très clairement et explicitement, elles peuvent être prises hors contexte. Du coup, je ne dis pas que les films palestiniens qui parlent de souffrance ne sont pas à regarder. Je dis que la Palestine n'est pas que souffrance. Et ce film le montre parfaitement. Et il y a une scène où il va aller pitch un film à un producteur français et le producteur va lui dire oui, ce film n'est pas assez palestinien, il aurait pu être tourné n'importe où, il aurait pu être tourné ici. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de souffrance dans ce film.
Du coup je pense qu'il parle du film même, It Must Be Heaven, vu que ça a été tourné en Palestine, en France et aux États-Unis, pour montrer que en gros il n'y a pas vraiment de différence entre la Palestine et les autres. Still people, they're still people, et il y a quand même des choses décalées qui se passent, et des choses drôles, et des choses belles. Genre la Palestine c'est aussi la communauté, c'est aussi la beauté, c'est aussi l'humour. Faut pas oublier l'humour, il y a énormément d'humour dans ce film. Humour visuel, j'adore l'humour visuel. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant parce que je veux en parler prochainement. On va passer à la musique. Oui, on va passer à la musique. Je suis en train de faire une playlist qui s'appelle Été Sensualité. Du coup, je ne vais pas vous parler d'albums aujourd'hui, je vais vous parler de chansons individuelles. Je vais commencer par Wonderful Slippery Thing de Guthrie Govan. Wonderful Slippery Thing est une chanson de Guthrie Govan qui est un virtuose anglais, guitariste, connu pour his mastery, like his technical mastery. He's really good, he's amazing, and he's effortless. Genre dans Wonderful Slippery Thing, on dirait pas qu'il fait un effort de fou, alors que le son est hyper technique. Enfin, je sais pas, je ne suis pas musicienne, mais it sounds very technical. It comes from un album qui s'appelle Erotic Cakes. Du coup, Wonderful Slippery Thing, tu vois, je vais pas te faire un dessin. La chanson est un hybride entre rock, jazz et funk, je pense. Like it's a fusion between rock, jazz and funk. Et il est incroyable, genre c'est vraiment sensationnel. Écoute. Il y a aussi Love Will Find a Way de Pharoah Sanders, which I'm obsessed with. Les deux sons n'ont pas de paroles. Pharoah Sanders il est mort en 2022, rest in peace, was an American jazz saxophonist known for his powerful spiritual and avant-garde approach to jazz. Son jazz a cet aspect genre transcendant, on va dire, genre très spirituel, très... very vibrational, you know what? Very vibrational. We're gonna keep it at that. Je vais vous mettre un petit extrait, hein, laissons la musique parler pour elle-même, comme je dis. Je vais vous parler d'une autre chanson, et ce sera la dernière. Alors, cette chanson s'appelle Good Thoughts, Bad Thoughts de Funkadelic. I went on a date. Et cette personne m'a demandé d'écouter Good Thought, Bad Thought, which I loved. Tu sais, au début de la vidéo, j'ai dit que j'étais obsédée par tout ce qui était développement personnel et self-help. Cette chanson est incroyable parce qu'elle est pleine d'affirmations. C'est une chanson de 10 minutes, méditation psychédélique funk, on va dire, with a guitar solo, et même le solo de guitare en lui-même, on dirait une journée spirituelle. Mais en plus de ça, il y a des paroles qui se rajoutent avec un message qui parle du pouvoir de tes pensées. C'est des affirmations, il va venir t'expliquer le pouvoir de tes pensées, te dire que good thoughts lead you to this, bad thoughts lead you to this, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et c'est poétique, et c'est beau, et c'est vrai. Genre tout ce qu'il dit est extrêmement deeply true. Et je pense que si t'arrives à apprendre la chanson, apprendre les paroles et à les répéter chaque matin, ça doit avoir un effet de fou sur ta perception des choses et ta perception de toi. Because I think affirmations really do work. Because I think je pense que c'est important de reprogrammer son cerveau, comme un algorithme. Je vais faire mon eyeliner et je vais te mettre un peu... genre je vais te mettre quelques phrases dans la chanson et je vais te faire écouter la chanson. You rise as high as your dominant aspiration. You descend to the level of your lowest concept of yourself. Free your mind and your ass will follow. YouTube videos! Oh my god, yes! I love YouTube videos. Dua Lipa fait des interviews, crois-le ou pas. Dua Lipa fait des interviews d'auteurs, crois-le ou pas. Dua Lipa est une des meilleures intervieweuses d'auteurs que j'ai vues de ma vie, crois-le ou pas.
J'ai lu un livre il y a un an qui s'appelle On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong et il m'a marqué comme jamais. Genre c'est un livre qui parle d'immigration, de queerness, de the American Dream, de la relation que tu as avec ta mère, toi personnellement ouais, que tu as avec ta mère. Il s'est fait interviewer, l'auteur s'est fait interviewer par Dua Lipa et l'interview est sur YouTube gratuitement. La meilleure interview d'auteur que j'ai vue de ma vie. T'en apprends énormément sur le livre sans pour autant qu'il y ait des questions genre bêtes en mode ouais qu'est-ce que tu veux que le public apprenne de ton livre, like fuck off. If he wanted to resume it in one sentence he wouldn't have written a book about it. Je trouve que énormément d'intervieweurs font ça en mode ouais what do you want the main takeaway to be from your book when people read it? Read the book, just read the book and find out for yourself. Ces questions, elles sont hyper bien construites, je trouve. Ça se voit qu'elle est vraiment intéressée par l'auteur, qu'elle est vraiment intéressée par le livre, qu'elle a vraiment lu le livre. J'ai adoré lire l'interview, it was delightful, j'en ai beaucoup appris. J'ai pleuré à un moment donné. Que dire de plus? Vu que j'essaie de vivre seule et d'être seule et de apprendre à me connaître à travers ma solitude, mon algorithme le sait, bien sûr. Et du coup, j'ai eu une vidéo sur YouTube avant-hier qui s'appelle The Truth About Living Alone, la vérité sur vivre seul, de Caroline Winkler. It's so good, it's so good. Ces vidéos sont axées sur self-help et interior design. Like she is an interior designer, I think. Elle est hyper drôle, elle est très très drôle. Elle parle de thèmes assez pas lourds mais forts, tu vois, tout en étant très légère. Et elle donne des conseils, de vrais bons conseils. Genre ces conseils sont incroyables, que ce soit dans cette vidéo, dans ces autres vidéos. Je trouve que c'est des conseils qui sentent le vécu, tu vois. J'adore cette vidéo, j'adore toutes ces vidéos. C'est des vidéos très calmes, très relaxing, tu sais, pour si tu cherches quoi regarder après une longue journée, I would recommend. J'ai aussi regardé Falling in Love with Making Art Again de Lin Truong, je pense que ça se dit comme ça. C'est une vidéo qui parle de la pression de créer quand t'es un artiste et du fait que des fois ça peut te retirer le goût de l'art. Ça peut te retirer l'amour que t'as pour la créativité, pour l'art, pour le processus de créer. Et le fait que des fois il faut être un enfant, il faut créer pour créer, juste t'amuser. Et du coup elle va faire ça. La vidéo elle est très très bien faite, elle est hyper bien montée, genre ça se voit que c'est une artiste parce que même la vidéo elle est artistique de fou. D'ailleurs je suis hyper, genre j'adore quand les gens ne se limitent pas à une seule chose. En mode elle est photographe, animator, director, writer, painter, like artist and stuff. Je trouve ça trop fort. Elle m'inspire beaucoup, elle est très très inspirante. I designed good morning messages for my grandmas. Est-ce que vous connaissez les photos là que tu reçois de ta grand-mère et de ta tante chaque Eid ou alors chaque matin en mode sabah al-khair, sabah al-khair wal yasamin, sabah al-khair wal hub, et c'est des photos hyper kitsch et très très culturelles, genre I think they're present in every culture ever. Il y a ce mec sur YouTube, il s'appelle Ibn Jihad. Ibn Jihad est un YouTuber, il a pas beaucoup de subscribers alors qu'il devrait en avoir tellement plus. C'est un YouTuber et un graphic designer et il va design à sa patte des messages de good morning and stuff for his grandmas based on the aesthetic, like the kitsch aesthetic, des messages qu'on connaît. صباح الخيل والجمال لكل الجمال. Now I want you to focus with me because it's going to get harder now. Usually we also say صباح الجمال, which means morning of beauty. However, depending on how you pronounce it based on the Arabic diacritical marks, you can pronounce جمال as جمال, meaning camels, or جمال, meaning beauties. So صباح الخيل والجمال لكل الجمال. Morning of horses and camels to all the beauties. Et la vidéo elle est hyper fun, et il est archi drôle, j'ai adoré la vidéo. It's so cute parce qu'à la fin il montre les messages à ses grand-mères et j'ai adoré leur réaction. J'ai trouvé ça trop bien. J'aime trop quand les gens sont créatifs pour être créatifs, tu vois, c'est ça que je dis où il faut t'amuser des fois. La dernière vidéo dont je vais parler, c'est une vidéo un peu moins légère qui s'appelle l'épidémie, The Epidemic of Escapism de Nikki Riordan. C'est une vidéo qui parle de notre tendance à
surconsommer, de notre tendance à vouloir chercher la gratification instantanée parce qu'on vit dans une économie horrible où on ne pourra jamais acheter de maison peut-être, où on ne peut pas faire grand-chose, qui commence à pourrir de plus en plus et ça se sent. Et du coup, au lieu de tomber dans la dépression en mode putain on peut rien y faire, ce qu'on fait c'est que on se crée un faux sens de pouvoir et de contrôle sur nos finances et nos dépenses en achetant des Sony Angels par exemple, tu vois. C'est hyper intéressant. C'est une vidéo très bien construite, it's a video essay, ça pousse à la réflexion, beaucoup. Je brille de fou malade. Je vais aller chercher une poudre, j'arrive. Ah. Oh wow, magic. Voilà, these were my monthly favorites. Si vous avez des recommandations pour le mois prochain, s'il vous plaît, mettez-les-moi dans les commentaires. Parce que j'ai hyper faim. J'ai faim de culture, mec. Depuis que je passe du temps seule, c'est tout ce que je... C'est ce que je fais. Genre, c'est mon activité principale, c'est de consommer des trucs culturels. Des livres, des chansons, des poèmes. Je suis curieuse, en fait. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à consommer, autre que le matériel. Le matériel, material things. Plus je mange, plus j'ai faim. Plus je mange, plus j'ai faim. Tu vois mon outfit? J'ai des fourmis dans le fucking pied. T'en penses quoi? C'est une robe avec un pull de la même couleur. T'en penses quoi?